Pardon, ouais. Esther, donc Blumenwana, quand est-il licite ou justifié de proposer une phacoexérèse à 10 dixièmes? Esther, sujet intéressant. Bonjour à tous, merci aux courageux d'être là plutôt qu'au soleil. Le jour où Clémence m'a gentiment invitée, et merci Clémence de ta confiance renouvelée, il se trouve qu'en consultation, j'ai eu 2 patients successifs qui venaient pour des deuxièmes avis parce qu'ils n'avaient pas été convaincus de la proposition de leur chirurgien d'opérer le cristallin. Et donc, je reçois la première personne 10 dixièmes P2. Mon orthoptiste dit, en fait, j'ai devancé l'échéance, j'ai fait un OCT de segment antérieur et l'angle est bien ouvert, a priori. Et le deuxième, le patient n'était pas convaincu, 10 dixièmes P2, pas de gêne exprimée. Je suis plutôt quelqu'un de consensuel et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la chirurgie de la cataracte s'est tellement améliorée en termes de technique, on a l'indication facile. Et il se trouve que dans la semaine qui suivait, j'ai eu une grosse complication, une endophthalmie grave, et je me suis dit, mais finalement, où est-ce qu'on met le curseur? Il y a des circonstances où il est important de proposer cette chirurgie, et puis voilà, on peut avoir quand même des complications, même quand on est a priori précautionneuse. Je suis désolée, je me mets là parce que sinon je vois rien. Donc du coup, bon, la chirurgie du cristallin fréquente, sécure, efficiente. Les indications, elles peuvent être d'origine, enfin, reposent sur des principes optiques ou sur une indication médicale. Et avoir à l'esprit quand même qu'on peut quand même avoir des complications de temps en temps. Les indications optiques, il y a 3 circonstances bien distinctes. Donc l'opération de la cataracte, on a une opacification telle qu'on le dit traditionnellement depuis des années, qui interfère avec la qualité de vie. C'est un peu les références médicales opposables que les plus anciens ont connues, où il y avait une limite en termes d'acuité visuelle en deçà de laquelle on était autorisé à opérer et au-delà de laquelle il était déconseillé d'opérer. Il y a la chirurgie du cristallin clair qui est là encore bien définie. On est dans un cadre hors prise en charge par l'assurance maladie. C'est une chirurgie typiquement à visée réfractive. Le cadre est bien précis. Et puis, il y a cette troisième circonstance où la chirurgie va être motivée par d'autres motifs. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, quels sont ces autres motifs? Déjà, rebondir sur les considérations de l'HAS qui précisent en fait les conditions où on est amené à proposer une intervention. Et finalement, déjà en 2019, l'HAS disait qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait une baisse d'acuité visuelle, mais de pouvoir démontrer qu'il y a effectivement des altérations optiques au niveau du cristallin qui pouvaient interférer avec la qualité de vie des patients et qui peuvent justifier donc cette intervention. À type d'exemple, donc je reprends un petit peu la terminologie du professeur Kochner. On parle maintenant d'altération optique. Ça met en perspective en fait la qualité de vision pour pouvoir démontrer qu'en fait le patient peut avoir un retentissement de cette altération optique avec une gêne fonctionnelle, mais sans baisse d'acuité visuelle. Donc un patient typiquement qui aurait 10 dixièmes. Alors, pour pouvoir le démontrer, il faut avoir des petits indices qui sont des indices indirects, tels qu'une myopisation, une anisométropie qui s'installe, un astigmatisme inverse. Ça peut être aussi, bien entendu, vous l'aurez compris, variable d'un patient à l'autre en fonction de ses besoins. Et le tout étant de bien définir la limite entre la chirurgie du cristallin clair et la chirurgie de la cataracte, tout bêtement parce que dans un cas, il n'y a pas de prise en charge et dans l'autre, il y a une prise en charge par la société. Comment illustrer cette dégradation qualitative de la vision? Une bonne façon de le faire, c'est d'iconographier, de prendre des photos, ou éventuellement, pour ceux qui sont les mieux équipés, d'avoir accès à une aberrométrie qui va démontrer que le cristallin est à l'origine d'aberrations optiques. Je vous ai mis cette photo. Cette dame, elle avait 10 dixièmes, elle était très gênée, elle se plaignait de ne plus pouvoir conduire. Là, on peut décemment, éventuellement, lui proposer en expliquant les tenants et les aboutissants et les réserves qu'on peut apporter. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en 2025, on insiste beaucoup sur la qualité de vie des patients et tout ce qu'on peut faire pour optimiser leur qualité de vie, c'est important. Et parmi les critères que relèvent les différents questionnaires et les différents indices de qualité de vie, il y a la conduite, tout ce qu'on peut faire pour préserver l'autonomie des patients en termes de conduite automobile, ça semble être important.
Après, il y a les indications médicales. Alors là, j'ai volontairement distingué 4 situations. Les indications situationnelles, les indications fonctionnelles, les indications organiques et puis enfin les indications esthétiques. Alors, parmi les indications situationnelles, je vous décris cette dame de 75 ans, pas gênée, qui vient pour un contrôle de sa rétine car elle a un diabète bien équilibré a priori. Elle a une myopisation d'indice impressionnante à -6 et -3 alors qu'elle était hémétrope à la base et une acuité visuelle conservée malgré une cataracte extrêmement avancée. Et puis là, c'est vrai qu'on peut mettre en perspective aussi les difficultés péropératoires qu'on peut avoir, le retentissement que l'intervention peut avoir sur la cornée, etc. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on va être amené à encourager la patiente à se faire opérer, et vous l'admettrez. Après, il y a toutes les interférences qui peuvent intervenir en termes de fonction visuelle. Et évidemment, ces jeunes personnes, notamment, ne vont pas avoir 10/10 manifestement, mais on va de temps en temps être amené à proposer une chirurgie du cristallin, même s'il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle enregistrée. Parmi les indications médicales organiques dont je voulais vous parler, il y a la fameuse fermeture angulaire qui amène de temps en temps certains praticiens à proposer des interventions en disant aux patients ça vous évitera de développer un glaucome parce que vous risquez d'avoir une fermeture angulaire, et je laisserai aussi, Florent aura à intervenir sans doute sur cette question-là. Là encore, je pense que c'est important dans un dossier d'avoir une trace de l'épaisseur du cristallin ou de la fermeture angulaire, donc d'avoir un OCT de segment antérieur qui démontre qu'il y a une flèche cristallinienne importante, ça peut aider quand l'acuité visuelle est conservée, comme vous pouvez le voir sur le relevé d'observation. Il y a toutes les indications qui sont en rapport avec les malformations ou les luxations du cristallin qui vont nous amener effectivement à proposer là encore des interventions. Et il y a les inflammations qui peuvent être, les terrains pro-inflammatoires qui peuvent être induits par des cristallins, mais généralement des cristallins qui ont vieilli. C'est typiquement l'uvéite phaco-antigénique ou le glaucome phacolytique. Je vous le disais, en cas de fermeture angulaire ou en cas quand on est amené à prendre en charge des patients pour une autre pathologie, là encore, on va être amené à proposer une intervention. Et justement, pour revenir sur ces questions de glaucome par fermeture de l'angle, il y a une étude, l'étude Eagle, pour ne pas la citer, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui rentrait dans un contexte très particulier, où les patients étaient suspects de fermeture angulaire, avaient une fermeture angulaire attestée par des signes cliniques tels qu'une hypertonie intraoculaire ou des glaucomes flaken, par exemple, ou alors un glaucome primitif par fermeture de l'angle, attesté, donc avec une neuropathie qui intervenait, et souvent avec une hypertonie qu'on n'arrivait pas à réguler. Donc ça, il faut avoir à l'esprit tous ces critères et ne pas proposer d'intervention du cristallin quand on a un angle bien ouvert, parce que la problématique, c'est que dans les cas où le glaucome est à angle ouvert, on ne va pas avoir la baisse pressionnelle que l'on attend. Et justement, pour faire la part des choses, il y a un examen stratégique que tout le monde a dans son cabinet, c'est la gonioscopie. Et d'avoir une trace de l'examen gonioscopique dans ce registre-là, où on propose une chirurgie du cristallin avec en arrière-fond le volume cristallinien, la fermeture de l'angle, si on n'a pas trace de la gonioscopie, ça manque dans ce type de dossier. Enfin, les indications esthétiques, là encore, souvent quand la cataracte est blanche, on n'a pas 10/10 et c'était pour être exhaustif. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Vous pouvez avoir des indications de chirurgie du cristallin sans avoir forcément de baisse d'acuité visuelle, mais faire attention à bien illustrer vos propos quand vous proposez une chirurgie du cristallin. Et très souvent, quand c'est des cristallins qui sont ectopiques, qui sont luxés, c'est des chirurgies à risque, il faut l'avoir à l'esprit. Et poursuivre la surveillance de ces yeux à long terme me semble indispensable. Et en tout cas, même si la chirurgie de la cataracte ou du cristallin clair, ce sont des chirurgies qui se sont largement démocratisées, qu'on fait tous en pratique quotidienne très rapidement et avec de très très bons résultats, ma complication qui m'a empêché de dormir un certain nombre de nuits récemment me fait dire qu'il faut rester prudent et accompagner les patients et illustrer, tracer tout ce qu'on peut dans les dossiers de manière à ne pas être embêté si jamais on a un problème. Je vous remercie de votre attention.